Je m'appelle Alain Badiou, je suis philosophe. Je vais vous parler des problèmes de la jeunesse et de la difficulté pour elle aujourd'hui de trouver le chemin d'une vraie vie. Je suis Jean Bobéro, historien et sociologue. J'ai été le premier titulaire d'une chaire sur la laïcité dans l'enseignement supérieur et je vais tenter de vous expliquer ce qu'est la laïcité, qui n'est pas forcément ce qu'on croit. Philippe Costamagna, je suis historien d'art doué d'œil, c'est-à-dire que je peux attribuer des tableaux. Je vais vous expliquer cela. Je suis Hélène Leuillet, je suis philosophe et psychanalyste. Je vais vous parler du voisinage et expliquer pourquoi on ne se comporte pas de la même manière avec le voisin d'en face, le voisin du dessus, le voisin du dessous, le voisin d'à côté. Je suis Julia Kuperberg. Je suis Clara Kuperberg. Nous sommes toutes les deux réalisatrices. Et nous allons vous expliquer comment et pourquoi les femmes ont été chassées d'Hollywood au début du siècle. Je suis Gilard Poutian, je suis journaliste scientifique. Je suis Nicolas Chavassiou-Louis, journaliste scientifique également. Ce soir, je vais vous raconter certaines des plus belles impostures de l'histoire des sciences. Et moi, vous montrer comment les fraudeurs sont de plus en plus nombreux parmi les chercheurs. Bonsoir, je suis Frédéric Tadei, j'anime cette nouvelle émission dans laquelle il y aura également un débat sur les prochaines présidentielles. Pourquoi y a-t-il autant de candidats? Débat dans lequel vous retrouverez Alain Duhamel, Anne Levade, Alain Garrigou et Arnaud Lepilouer. On se retrouve dans un instant. Alain Badiou, vous êtes philosophe. Dans votre nouveau livre, La vraie vie, vous vous adressez à la jeunesse, mais pour la corrompre, à la façon de Socrate, si je comprends bien. Oui, à la façon de Socrate, puisque quand on a dit que Socrate corrompait la jeunesse, ce qui lui a valu la peine de mort... Sous cette accusation, hein. Oui, je ne me souhaite pas cette issue, mais... Et on voulait dire en réalité qu'il détournait les jeunes des lois de la cité, des traditions, de la religion établie, etc. Autrement dit, on incriminait d'abord la fonction critique de la philosophie décente qui demande à chacun de trouver, autant que faire se peut par ses propres moyens, le chemin de la vie. Et alors, corrompre la jeunesse, c'était dire, eh ben, peut-être que ce chemin, tel qu'on vous le propose, il n'est pas si bon que ça, il y a peut-être de meilleurs chemins, réfléchissez, cherchez, etc. Et je m'inscris dans cette tradition, comme sans doute à peu près toute la philosophie l'a fait. Vous reconnaissez dans ce livre, Alain Badiou, que la jeunesse est sans doute plus libre qu'autrefois, notamment du temps où vous-même aviez cet âge-là. Ce serait la modernité qui voudrait ça, la fin des traditions, au fond? C'est ce que je pense. Je pense qu'à partir de façon très visible de la fin des années 50, des années 60, il y a eu un phénomène qui manifestement mettait petit à petit à mal toute une série de traditions fondamentales concernant notamment la jeunesse. Sa discipline, sa réserve, l'ignorance sexuelle dans laquelle elle était maintenue, le destin des filles, etc., etc. Beaucoup d'autres choses qui finalement se résumaient dans l'autorité de la famille, qui venait compléter l'autorité de l'État. État, famille, propriété privée, comme disait Engels. Et je crois que ça, c'est un processus irrésistible de la modernité telle que nous la connaissons. Au fond, les gens âgés sont moins valorisés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient, par exemple. Ben, c'est absolument certain. La vieillesse a été pendant longtemps la caractéristique de ceux qui, justement, transmettaient la tradition et permettaient que se répètent à peu près les mêmes mœurs et les mêmes façons d'être. Aujourd'hui, tout le monde veut être jeune. On est jeune pour toujours. Hein. On fait du lifting, on fait du jogging, on fait du tennis et on reste en forme, quoi. Hein. Alors que autrefois, avoir une longue barbe et des rides, c'était plutôt une preuve de sagesse. De même, vous dites que les différences entre les classes sociales ont eu tendance à s'estomper, là aussi. Oui, je pense qu'elles s'estompent en particulier du point de vue de leur visibilité. C'est-à-dire les grands signes de distinction vestimentaire, culturelle, etc., se sont affaiblis, de sorte que
c'est devenu plus difficile de distinguer les classes à première vue ou dans les façons d'être. En plus, tout le monde communie devant les mêmes télévisions, ou à peu près. Donc il y a un affaiblissement de ça. Ceci dit, je dis aussi que peut-être c'est remplacé par des distinctions qui restent tout de même assez importantes concernant les identités, les lieux d'habitation, certaines façons de s'habiller, certaines mœurs immédiates. Je ne dirais pas que ça a disparu, mais grosso modo, ça s'est affaibli. En particulier, c'est moins reconnu. Parce qu'après tout, dans le vieux monde, c'était officiel. Il y avait les gens supérieurs, les gens éduqués, etc. Puis il y avait la plèbe, la populace, etc. Aujourd'hui, démocratie aidant, on masque un peu tout ça, bien que, en définitive, les différences objectivement demeurent. Alors, ce qui aurait disparu, d'après vous, Alain Badiou, pour les jeunes, ce sont les rites d'initiation. Ça existait et c'était très fort. Pour les garçons, notamment, vous dites que c'était le service militaire. C'était le moment où on passait à l'âge adulte. Ben oui, on sait que dans les sociétés traditionnelles, il y avait des rituels très importants de scarification, le premier accès à la chasse, etc. Pendant des millénaires, là, pendant des dizaines de milliers d'années, ça a été comme ça. Le passage du jeune homme à l'âge adulte était marqué par des scansions symboliques très fortes. Dans le monde moderne, en réalité, le service militaire était une des dernières subsistances de cette vieille tradition. Malgré tout, j'ai encore connu l'époque, moi, où avant le service militaire et après le service militaire, c'était pas la même chose. Avant, on était encore un jeune, après, on commençait la vie adulte. Donc maintenant, ça a disparu, et par conséquent, on peut dire qu'il n'y a plus de rite d'initiation à proprement parler, si bien que la chance est laissée de devenir jeune pour toujours. Et pour les filles, alors? Pour les filles, c'était le mariage, c'était le mari qui faisait la différence entre une fille et la femme. Là, le changement est évidemment considérable, et c'était lié au culte de la virginité, à des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire la jeune fille devenait femme dans le mariage, en perdant sa virginité, en devenant capable de faire des enfants, etc. Et donc, la fille devenait femme par la médiation d'un homme, en réalité. C'était l'irruption de l'homme dans sa vie personnelle qui la faisait passer de la jeunesse à l'âge adulte. Mais alors, quelles conséquences aujourd'hui? Aujourd'hui qu'il n'y a plus ces rites d'initiation, être un jeune homme aujourd'hui, on est condamné à une sorte d'adolescence perpétuelle? Condamné, je ne sais pas, mais en tout cas, comme je le disais au début, se présente la possibilité d'une indécision très importante sur qu'est-ce que c'est que ne plus être jeune, en tout cas. Puisque d'abord, les adultes, etc., souhaitent rester jeunes, et que d'autre part, il n'y a pas de rite d'initiation qui vous distingue clairement de l'enfance. D'une certaine manière, c'est l'âge intermédiaire qui deviendrait paradigmatique. Donc ce serait l'adolescence éternelle pour tout le monde. C'est ça qui menacerait plutôt les jeunes de l'espèce humaine. Une adolescence, dites-vous, infinie, asservie à la circulation des marchandises, des objets et des images. Exactement. Et d'une certaine manière, entre acheter un nouveau modèle de voiture et avoir un nouveau jouet, la différence n'est pas énorme subjectivement. De sorte que, ou un téléphone, ou un... Oui, ou un téléphone, ou un nouveau smartphone plaqué or. Enfin, finalement, cette acquisition des jouets, qui est une grande passion de l'enfance, peut se poursuivre maintenant éternellement. Et alors pour les jeunes filles, là non plus de rite d'initiation, qu'est-ce que c'est? Oui, je pense que ça fonctionne dans le sens inverse. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le jeune garçon a du mal à devenir autre chose qu'un jeune garçon, c'est-à-dire être adulte, finalement, c'est peut-être une adolescence éternelle, tandis que je pense que la fille, qui n'a plus besoin de la médiation d'un homme et du rite du mariage pour être sanctionnée comme femme, elle est peut-être femme depuis toujours. C'est-à-dire, elle est femme prématurée, elle est femme très jeune, elle est dans les rites et les parures féminines très tôt. Donc là, l'absence d'initiation a un effet qui se fait en sens inverse. Je pense que le jeune garçon est exposé à une adolescence éternelle et que la jeune fille est exposée à une féminité prématurée. Vous dites qu'autrefois, les filles qui attendaient un enfant sans être mariées, on les appelait des filles-mères. Aujourd'hui, toutes les filles seraient des filles-femmes. Elles sont femmes très jeunes. Et d'ailleurs, on dira qu'elles sont éventuellement des femmes célibataires ou même à la tête d'une famille monoparentale, ce qui n'a plus de valeur stigmatisante particulière. Une des conséquences, ce serait la réussite scolaire chez les filles aujourd'hui qui dépasse les garçons. Pour la première fois, il y a une génération où les femmes
les jeunes femmes sont plus diplômées que les hommes. Oui, ça c'est une révolution dont la portée est encore mal mesurée. Hein. Et en plus, nous savons que c'est un phénomène mondial, pas même simplement un phénomène occidental, c'est un phénomène mondial. Partout dans le monde, les filles qui, avec un sérieux de femmes, mènent leurs études dans la volonté ferme de devenir indépendantes, diplômées et éventuellement ayant du pouvoir, dans le monde entier, elles font des études primaires et secondaires meilleures que celles des garçons, qui sont un peu paumés dans leur adolescence interminable. Et on sait maintenant qu'elles sont plus diplômées. Moi, j'ai observé ça depuis longtemps, je le raconte dans le livre. J'ai assisté à des procès concernant des jeunes garçons de banlieue, traînants, moitié dealers, consommateurs de drogue, etc., qui étaient donc dans le box des accusés. Et puis, à la tribune, on trouvait des juges, ou dans la défense, on trouvait des femmes qui pouvaient être leurs sœurs ou leurs cousines, et qui, elles, étaient du côté du pouvoir. Et alors, justement, la société traditionnelle, autrefois, vous dites, Alain Badiou, qu'elle voulait imposer une idée, une croyance. La société d'aujourd'hui, elle veut quoi, d'après vous? Je pense que la société d'aujourd'hui ne veut plus qu'une seule chose, c'est se perpétuer telle qu'elle est, et que son impératif est en réalité vie sans idée, parce que ce qu'elle veut absolument, c'est qu'on continue à être sous le double signe fondamental de la société moderne, être salarié et être consommateur. Alors, bon, après, il y a les propriétaires, il y a l'oligarchie planétaire qui est très restreinte aujourd'hui. Mais en gros, ce qu'on propose à tout le monde, sans que d'ailleurs tout le monde puisse y accéder, des milliards de gens n'y arrivent pas, on propose à tout le monde d'être une combinaison de salariés et de consommateurs, c'est-à-dire de servir à quoi? Faire circuler l'argent, voilà. C'est-à-dire de le gagner dans un premier temps en produisant des marchandises et de le dépenser dans un deuxième temps en achetant des marchandises. Voilà. Et c'est ça qui fait fonctionner la société. Et quand ça ne marche pas, c'est la crise. On décrète universellement la crise. Et voilà pourquoi c'est une vie ramenée, au fond, à être un opérateur de circulation. Et la vraie vie, alors vous, que vous préconisez, cet appel à corrompre la jeunesse Je pense que la vraie vie aurait des conditions négatives et affirmatives. La condition négative, c'est que je pense qu'il faudra un jour ou l'autre rompre avec cette définition abaissée de l'existence qui est de collaborer tous à la grande circulation mondiale des marchandises et de la monnaie, devenir un peu autre chose. Alors autre chose, ça veut dire trouver un chemin dans lequel ce qu'on fait est lié à des valeurs, des intérêts, des désirs singuliers et qui ne sont pas réductibles à cette gigantesque machine. Alors j'en propose quelques-uns. On sait très bien que quelqu'un qui crée une œuvre d'art, quelqu'un qui invente un théorème de mathématiques, quelqu'un qui même tombe dans une passion amoureuse extrêmement violente, quelqu'un qui écrit des poèmes sur le trottoir, il y a beaucoup de figures. Ces figures-là sont déjà des figures qui tentent de trouver la vraie vie à l'intérieur du monde tel qu'il est. Et moi, en tant que philosophe, je les encourage vivement dans cette voie. La vraie vie, vous avez vécu la vraie vie, vous, Alain Badiou? Je pense que je suis né dans un monde un peu différent de celui d'aujourd'hui, hein. Donc j'ai eu cette chance-là. On était encore dans un monde où la notion de l'idée, de l'orientation, de l'idéologie, même tout ça avait une vigueur importante. J'ai vu ce monde se dégrader en quelque sorte, et que la grande machine planétaire de la circulation générale des capitaux et de la monnaie se mettre en place. Et je pense tout de même avoir essayé les différents registres de la vraie vie. Je me suis intéressé beaucoup aux sciences, je crois avoir été un amoureux véritable, j'ai fait du théâtre, j'ai écrit des romans et j'ai fait, comme on sait, de la politique. Donc j'ai essayé d'installer ma vie dans des choses intéressantes. Merci Alain Badiou. On va s'intéresser maintenant à l'élection présidentielle. Pourquoi y a-t-il autant de candidats? Mais d'abord, une certaine vision de la jeunesse. Regardez.